Sénat, avec le concours de Pleinchamp.com et Agrica Prévoyance, présente Salon ouvert. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour une nouvelle édition, toujours au cœur du Salon international de l'agriculture. Vous le savez, toute la rédaction se mobilise pour vous faire vivre cet événement au quotidien. On va parler cet après-midi de la question sensible des pesticides. On va se demander si l'agriculture peut vivre sans eux. Cet après-midi, pour m'accompagner, on retrouvera Tam Tranui et Saveria Rojek depuis les allées du Salon pour nous faire vivre ce salon côté coulisses, mais aussi pour les réactions des politiques qui sont présents aujourd'hui. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Chassaing. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Indépendants, République et Territoire de la Corrèze. Bernard Jomier est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur attaché au groupe socialiste, sénateur de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Mauguin, bonjour, vous êtes le président de l'INRA. Merci d'être sur le plateau de Public Sénat. Marc Vera, je ne sais pas si on doit encore vous présenter. Vous êtes le chef 3 étoilés au Michelin de la Maison des Bois. Vous avez préfacé récemment cet ouvrage, Le goût des pesticides dans le vin, paru en janvier 2018 aux éditions Actes Sud. C'est le livre de Gilles-Éric Serralini et de Jérôme Douzelet. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Nicolas Carfan, bonjour. Vous êtes président de l'Union des industries de la protection des plantes et vice-président de BASF. Et puis j'accueille enfin Paul Barre, vous êtes viticulteur en Gironde d'un domaine en biodynamie. Première question pour vous, peut-être Philippe Mauguin, puisqu'on voit les objectifs ambitieux de réduction des produits phytosanitaires. Le gouvernement souhaite une réduction de 50% d'ici à 2025. Pour autant, on voit que les agriculteurs restent encore très dépendants. Comment l'expliquez-vous ? Tout simplement parce qu'on a les agriculteurs sur une grande diversité de production doivent faire face notamment à une diversité d'agents pathogènes, de bioagresseurs. Ça peut être des insectes, des champignons. Ont aussi, avec le temps, pendant plusieurs décennies, contribué à développer une agriculture qui était performante en termes de rendement et performante au niveau économique, autour d'un modèle qui était celui qui était demandé à l'époque, quand on se souvient de l'INRA est créé en 1946, ça fait plus de 70 ans, et dans les missions confiées à l'INRA à l'origine, il y a nourrir la France. On sort de la guerre, il faut augmenter les rendements. En quelques décennies, les rendements en blé, en betterave, en colza vont être multipliés par plus de 3, 4, 5 parfois. Et ça se fait grâce à la sélection génétique, à l'amélioration, mais aussi à l'utilisation d'engrais pour pousser plus, et puis aussi à l'utilisation de produits de protection. Et c'est que depuis, on va dire, une vingtaine d'années, au tournant des années 90-2000, qu'on a commencé de voir dans l'environnement, dans l'eau, puis la question dans l'aliment, les limites et les conséquences qu'il pouvait y avoir négatives sur la santé et l'environnement des pesticides. Et c'est depuis cette période-là que, alors ça peut paraître lent pour le citoyen, mais qu'il y a une prise de conscience progressive qui est de plus en plus forte, qui passe déjà dans les milieux paysans, puisqu'il y a beaucoup d'agriculteurs, et notre collègue qui est impliqué en biodynamie va nous expliquer probablement quelle trajectoire il a faite. Mais pour y arriver, pour pouvoir produire un produit qui est stable malgré ses conditions naturelles, malgré les bioagresseurs, sans pesticides, c'est pas simple. Donc nos chercheurs sont mobilisés, pas que là-dessus, mais c'est un des axes importants de la recherche à l'INRA, pour apporter des solutions aux agriculteurs, et qui sont, et là aussi, on est content au salon que le sujet soit abordé, parce qu'on fait un peu de pédagogie, et on montre qu'il n'y a pas une solution simple. Souvent, la première question, c'est est-ce que vous avez une solution simple pour remplacer le glyphosate, pour remplacer tel pesticide? C'est très rare qu'on ait une solution simple. On viendra sur les pratiques alternatives, voilà, si vous voulez bien, dans cette émission. C'est une association de pratiques alternatives sur lesquelles on travaille. Bernard Jomier, on a entendu Philippe Mauguin parler des conséquences négatives pour la santé. Est-ce que le lien est aujourd'hui formel ? Alors tout à fait. Depuis plusieurs années, notamment en France, il y a une grande étude, une expertise collective de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a démontré que les pesticides étaient un problème majeur de santé publique. Et d'ailleurs, un tout récent rapport qui date du mois de janvier démontre, encore une fois, il parle d'un problème majeur de santé publique et d'une urgence sanitaire. Il faut bien voir que les agriculteurs et les salariés du monde agricole
ont été et sont largement exposés. Et vous savez, quand vous voyez, on a vu récemment témoigner une agricultrice qui a 43 ans a une maladie de Parkinson, donc ce sont des maladies graves, hein, des maladies comme la maladie de Parkinson, certains types de cancers. On voit des agriculteurs ou des personnes qui sont exposées largement aux pesticides qui présentent ces problèmes de santé et actuellement ils sont insuffisamment pris en charge et insuffisamment reconnus. Mais ce lien, encore une fois, il est prouvé, il y a toujours des recherches en cours et c'est normal parce qu'on découvre, mais on peut dire qu'on en sait assez aujourd'hui pour dire de façon tout à fait formelle que l'exposition aux pesticides est un problème grave de santé publique dans notre pays qui concerne plus d'1 million au minimum de personnes et voire plus parce qu'après il y a tous ceux qui sont en contact de façon plus distante mais néanmoins réelle. Nicolas de Kerfan, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Alors oui, je suis assez surpris de ce que vous dites parce que nous avons des solutions de protection des plantes, on l'appelle les pesticides. Pour moi, pesticide, c'est pas un vilain mot. On peut l'appeler pharmacie des plantes, on peut l'appeler produits phytosanitaires. Ça fait 100 ans qu'il en existe. On les a fait évoluer. On a des profils toxicologiques qui sont de mieux en mieux adaptés à ce qui est attendu. On a aujourd'hui un encadrement de ces produits-là. Je vous rappelle que ce sont des autorisations mises sur le marché qui sont faites, qui sont données après des études complètes qui sont faites, entre autres par l'ANSES. Et ces produits-là, aujourd'hui, ont une utilité réelle, sinon ils ne seraient pas utilisés, avec une amélioration donc, de leur profil, comme je le disais, et surtout, et c'est le mot aussi que vous avez utilisé, une dépendance des agriculteurs. Je ne pense pas que les agriculteurs soient dépendants. La preuve, c'est qu'on a tout type d'agriculture aujourd'hui qui utilise des produits de protection. Vous avez la bio, le fameux bio, parce que les produits bio traitent également. Vous avez le conventionnel, vous avez le raisonné. Et aujourd'hui, quand on vous parlez d'urgence sanitaire, quand on regarde l'état sanitaire de la production en France, il est extrêmement bon. C'est le meilleur en Europe, un des meilleurs à travers le monde. Donc tout ce que l'on a aujourd'hui sur les étals, produit normalement, est sain. Est sain et peut être consommé. Et aujourd'hui, nous, on a plutôt tendance à dire, pousser, en disant consommer 5 fruits et légumes par jour, c'est ça qui est important. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Donc on continue à améliorer les profils toxicologiques. On développe des solutions, Philippe Moguet en parlait, alternatives, le fameux biocontrôle dont on parle, des solutions qui sont complexes, qui prennent énormément de temps à développer. Et aujourd'hui, on a les sociétés que je représente pèsent plus de la moitié des solutions de biocontrôle qui sont apportées. Et sur ces solutions, on a des choses que l'on utilise en reproduisant ce que la nature fait. Alors on peut le reproduire naturellement, on peut le reproduire sous forme chimique, c'est-à-dire pour avoir des grosses quantités, pouvoir protéger l'ensemble des cultures françaises. C'est indispensable. Et donc, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais quand on parle d'innovation, on parle surtout d'un pas extrêmement long. C'est très long. On ne peut pas aujourd'hui décider en 2 ou dans 3 ans, il faut tout changer. Paul Barre, peut-être, votre réaction. Oui, alors, je suis en agriculture biochimique depuis 26 ans. J'ai rencontré la biochimie la première fois il y a une quarantaine d'années, et suite à une conférence, dans mon souvenir, de Francis Chaboussou, qui en 80 a écrit un livre très intéressant, Les plantes malades des pesticides, donc 1981. Et dans ce ouvrage, il cite un autre chercheur dans les années 40, Édouard Péris, qui disait « Quelle intelligence a l'insecte de percevoir l'arbre malade ?» Donc l'insecte n'est pas le problème. Il est là parce que la plante est malade. Donc cette agriculture, elle dégénère. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour les téléspectateurs, la biodynamie, Paul Barre ? Voilà. Alors l'agriculture biochimique, je dirais, c'est une agriculture qui rend heureux le paysan, qui rend heureux le voisinage du paysan, qui rend heureux le paysage, qui rend heureux le consommateur. Alors c'est une agriculture qui est basée avant tout sur la compréhension des rythmes lunaires, solaires, des planètes, la vie du sol, ainsi de suite, le rôle des plantes. Et c'est une agriculture qui est basée sur la capacité qu'a le paysan d'acquérir la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance ne doit pas être... Ça ne veut pas dire que des gens de votre qualité ne vont pas mener des choses dans le débat. Mais la connaissance peut être dans les mains du paysan. C'est une évidence. Mais il faut que ce paysan ait envie de s'acquérir la connaissance. S'il se replie vers le plaisir de la technologie, il va s'éloigner de cette connaissance. Mais le résultat, j'ai fait partie des vins choisis par Sereni pour son expertise. Mes vins, sur les 256 molécules recherchées, je suis à 0, ce qui n'est pas le cas de mes voisins. Le but n'est pas de taper sur le dos des voisins. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les molécules trouvées chez mes voisins ne sont pas dans mes vins, tout ça.
Donc c'est une agriculture qui fonctionne d'une manière remarquable, mais on en revient à la chose essentielle, c'est la fumure. On en est venu à partir de la Première Guerre mondiale, on a fait rentrer des engrais de synthèse, ça a détruit les sols, derrière ça a fait développer les insectes, donc les problèmes des insecticides et ainsi de suite. Et actuellement on voudrait nous faire croire qu'on trouverait une solution avec les OGM, qui est une absurdité. Il faut revenir à ce qu'est un sol, et il faudrait que toute votre capacité intellectuelle, que moi je n'ai pas, puisse travailler dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'un sol et quelle est la capacité qu'a le paysan de faire sa propre fumure? Alors peut-être votre réponse, Philippe Monguin. Une réaction pour rebondir sur ce que vient de nous dire ce vigneron. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure rapidement, il n'y a pas une solution miracle. Et pour retrouver cette autonomie du paysan dans son exploitation et pour pouvoir conduire notamment sa vigne, mais c'est vrai aussi dans les autres productions, il faut retrouver de l'agronomie. Et donc l'INRA, on ne dit pas que la solution sera le tout technologique. Certainement pas. On a besoin, si on veut réduire, et là je prends une dimension moyenne pour la France, l'agriculture française, on peut réduire de 20 à 30% assez facilement l'utilisation des pesticides dans les prochaines années. Et on a pu le montrer sur 3000 fermes pilotes avec les chambres d'agriculture. Et ces 3000 fermes n'ont pas changé radicalement leur système de production. Elles ont vraiment optimisé les doses pour les amener juste au bon moment. Donc ça, c'est relativement facile à faire. Et notre objectif, c'est de passer de 3000 à 30 000 à 300 000, c'est-à-dire de partager ces connaissances. Par contre, si on veut aller au-delà des 20 à 30% de réduction, pour aller à terme peut-être vers du zéro pesticide ou des niveaux beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'exemple de monsieur est un bon exemple. Mais la pratique que vous avez sur votre exploitation, elle n'est pas du tout facile à partager avec vos voisins. C'est là qu'il y a du travail à faire avec eux. Et nous, en tous les cas, à l'INRA, on travaille sur la qualité des sols, on travaille sur la couverture des sols, on travaille sur la vie du sol. Et c'est vrai que plus on va limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, mais du cuivre également, plus on va trouver de la vie dans le sol. Donc on est assez ouvert à ces démarches. Avant de poursuivre ce débat, on va voir un cas concret, puisque Tam Tranu est avec un producteur de pommes à côté d'Avignon, et il lui explique comment il travaille. Écoutez. Je suis avec Rémi Foisset, qui est producteur de pommes dans le sud-est de la France. Alors Rémi, vous êtes engagé dans une démarche de verger éco-responsable et vous avez également une parcelle en cours de conversion en bio. Alors cela ne veut pas dire que vous n'utilisez plus de pesticides, mais vous en utilisez moins. Oui, tout à fait. Verger éco-responsable, c'est une démarche de progrès qui est aujourd'hui représentée quand même par 1300 producteurs en France. C'est 65% de la production de pommes. Et ça nous permet de nous poser tout un tas de questions pour répondre aux attentes de la société par rapport à nos méthodes de production. La finalité, c'est bel et bien l'utilisation de moins de produits phytosanitaires. Et si on en utilise, c'est à bon escient. Néanmoins, effectivement, vous continuez à en utiliser des produits phytosanitaires, mais vous avez également d'autres méthodes pour prévenir un certain nombre de maladies. Par exemple, la confusion sexuelle. De quoi s'agit-il? Alors la confusion sexuelle, là vous avez par exemple un diffuseur de confusion sexuelle. C'est pour lutter contre le ver de la pomme, qui est un insecte ravageur contre lequel, si on ne se protège pas, on n'aurait absolument pas de récolte. En fait, on dispose des diffuseurs comme celui-ci dans le verger. On noie le verger de la phéromone sexuelle femelle, ce qui empêche le mâle de repérer la femelle, ce qui empêche donc les pontes, donc les piqûres sur les pommes. C'est une méthode, ce qu'on appelle une méthode de biocontrôle. Est-ce que vous utilisiez auparavant beaucoup plus de pesticides? Est-ce que quantitativement, vous savez aujourd'hui quelle quantité vous utilisez? Il n'y a pas de réponse à cette question. Si je prends l'exemple du ver de la pomme, effectivement, il y a 15-20 ans, c'était des insecticides systématiques tous les 15 jours. Maintenant, la confusion sexuelle nous évite d'utiliser des insecticides. Il y a d'autres ravageurs comme des araignées rouges, par exemple, où on faisait des acaricides, mais on a identifié un acarien qui était prédateur de cette araignée rouge. On a répandu des populations de ce prédateur et maintenant les populations s'équilibrent, ce qui nous évite de faire des acaricides. Donc vous voyez, on utilise également toute la biodiversité et on met en place des infrastructures de biodiversité pour pouvoir équilibrer les populations.
Alors, vous venez de nous parler des efforts que vous faites pour utiliser moins de produits phytosanitaires. Comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez un certain nombre d'études, notamment dernièrement celle de Génération Future, qui pointe du doigt l'utilisation de pesticides dans de nombreux fruits et légumes en France? On le prend vraiment comme une attaque très malsaine. Parce que si on lit le rapport de Génération Future, il ne dit pas autre chose que 98% des fruits et légumes sont conformes à la norme. Et je dirais même que la norme française est quand même l'une des plus exigeantes en Europe et dans le monde. Et au-delà de ça, chaque producteur dans ses pratiques essaye de faire bien en dessous de la norme pour avoir les produits les plus sains à offrir aux consommateurs. Et c'est vraiment ce que l'on tend. Et Verger éco-responsable fait tout pour être à l'écoute des attentes de la société et des consommateurs pour offrir les produits qu'ils souhaitent manger. Merci beaucoup Rémi pour nous avoir expliqué la façon dont vous cultivez des pommes. Merci à vous Tam. Marc Vera, c'est encore possible aujourd'hui d'offrir une alimentation de qualité, saine, respectueuse de l'environnement? Oui, je trouve que l'alimentation, en tous les cas populaire, est en danger. Le vin populaire est en danger. J'en parlais avec mon collègue à ma droite. Vous savez, la Gironde fait un progrès immense au niveau des pesticides, au niveau des insecticides, des phytosanitaires. Vous savez que dans un verre de vin, on a trouvé dernièrement, je ne citerai pas le nom, 26 sortes de phytosanitaires et de pesticides différents. Non mais, est-ce que vous le croyez? Alors, je veux simplement vous dire une chose, on est entouré de gens merveilleux. Vous savez, je crois que la priorité des priorités, c'est d'aimer son métier. Vous savez, moi je suis de source paysanne. Chez nous, dans notre restaurant, on est le seul restaurant au monde d'ailleurs à avoir des vaches, on traite le lait de nos vaches, on nettoie le terrain, on a 1 hectare de légumes, on a les œufs de nos poules. C'est que du bon sens. Vous comprenez ça? Le bon sens paysan. Est-ce qu'on a fini de se foutre de la gueule du monde? Est-ce qu'on a fini de produire et de surproduire? Ça suffit. Nos enfants, c'est la santé de nos enfants et nos petits-enfants qui en résulte. Donc maintenant, ça suffit. Donc simplement, on a plein de chercheurs autour de nous, on a des gens merveilleux, ce sont des gens merveilleux. Eh bien, il faut simplement leur dire, il faut travailler différemment. Et pour travailler différemment, peut-être qu'au sein de la Fondation, on a une solution. Vous savez, on a perdu 8 points. On a perdu 8 points depuis 10 ans. C'est-à-dire que le budget général d'un foyer était de 22%, vous êtes d'accord? Il est tombé aujourd'hui à 13-14%. Et si l'on donnait un peu plus, parce que, vous savez, l'alimentation, c'est spirituel, c'est notre vie, c'est l'avenir, c'est la longévité, tout ça on prend en compte, c'est la santé publique. Est-ce qu'on n'y gagnerait pas quelque chose? Donc c'est un problème d'information et d'éducation. Manger différemment, manger moins et manger mieux. Et vous verrez que tout se passe bien. Daniel Chassaing, vous n'avez pas encore entendu sur ce plateau. Est-ce que les agriculteurs sont prêts justement à cette réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires? Oui, alors, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marc Vera, qui est un homme qui fait très bien la cuisine. Je suis d'abord et avant tout un homme de la terre. J'étais paysan jusqu'à l'âge de 24 ans. Oui, d'accord. Moi, je suis un homme de la terre aussi. Hein. Je suis médecin, mais je suis un homme de la terre. Vous êtes élu de Corrèze, je le rappelle. Je suis en Corrèze, oui. Donc, je vais aller un petit peu dans le sens du pomiculteur. On a eu cette expérience au niveau des pommes en Corrèze. Donc, on a fait une charte avec des associations d'environnement. Bon, ça, c'est pour que les pesticides ne soient pas près des maisons. Mais il est évident que même si on doit aller vers le 0 pesticide, les agriculteurs ont diminué déjà fortement les épandages. Il y a effectivement des gens qui font que du bio et il faut essayer petit à petit à amener les autres à aller dans ce sens. Mais aussi, il faut qu'il y ait une harmonie européenne parce qu'on ne peut pas nous faire encore en surnombre, sur des normes en plus. Il faut y aller effectivement progressivement, avoir le principe de précaution. Ça a été fait pour le glyphosate. Je rappelle que au niveau de l'Agence nationale de sécurité française, on considère que le glyphosate est vraisemblablement
cancérigènes, probable. Au niveau Europe, on dit peu probable, et au niveau de la FAO, on dit improbable. Donc je pense qu'on pourrait quand même, il ne faut pas montrer du doigt les agriculteurs, c'est des gens qui sont responsables, et je pense qu'il faut les amener petit à petit avec la recherche pour aller dans le sens de diminuer petit à petit les pesticides. Je voudrais aussi rajouter une chose. C'est ce qui vient d'être dit. Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à tous nos débats avec le hashtag Sénat360. Il faut essayer qu'il n'y ait plus de 2%. Mais je pense qu'il faut aider les agriculteurs qui sont des gens responsables et qui sont exposés d'ailleurs aux pesticides. Voilà ce que je voulais dire. Effectivement, qui est en danger. Alors peut-être Paul Barre et ensuite Nicolas Querpan. Allez-y. J'en reviens à la notion essentielle qu'est la fure. Alors c'est tout à fait possible, puisque j'y arrive et que je ne suis pas un ingénieur poussé, je suis un simple paysan, j'y arrive. Donc c'est possible, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Maintenant, je vais parler de la dose. Et pour cela, je vais prendre une petite anecdote. Moi, je suis profondément contre la peine de mort. Si vous me dites, on a trouvé un nouveau produit pour mettre dans la seringue qui passe de 10 à 5 cc, je m'en fous, le gars est capote. Et il y en a qui vont dire, c'est monstrueux de tuer avec de la chimie, tuons comme Pondèche au couteau, c'est bio. C'est monstrueux aussi. La question, c'est une question d'éducation, d'enseignement, parce qu'on n'a pas parlé d'enseignement agricole. Je dirais de qui dépend l'enseignement agricole, c'est extrêmement important. Donc il y a la recherche à progresser, mais aussi l'enseignement. Et là je rends hommage, parce que ça fait 26 ans que j'ai des profs qui m'amènent des élèves. Alors c'est sûr que il y a 26 ans, il y avait à peine 10% de la classe qui suivait un peu mon propos, parce que c'est pas... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Un Monde en Dog, votre rendez-vous documentaire du week-end. Un rendez-vous qui, une fois de plus, laisse le temps à l'analyse et au débat d'idées autour de films qui interrogent notre monde et nos sociétés. Pour réduire les impacts, les usages des produits phytosanitaires, tous, pas que le glyphosate. Le glyphosate est venu s'inviter et certains titres de la presse écrite m'ont déçu parce que nous proposons ce contrat pour l'ensemble des traitements phyto, pas que le glyphosate. Nous sommes très pragmatiques. Nous avons dit zéro phyto, ce n'est pas possible. Comme le zéro médicament n'est pas possible du tout pour la santé des Français. Par contre, chaque fois que c'est possible et chaque fois que nous avons des solutions, nous allons utiliser ces alternatives et réduire. Mais là aussi, il ne faut pas mélanger les carottes et les blés. Sur certaines productions, nous avons capacité de réduire de 20 voire même de 70%. Le pied de vigne résistant au mildiou et à l'oïdium, c'est moins 70% de produits phytosanitaires. Par contre, sur certaines productions, il n'y a pas de solution. Donc là, ça sera que moins 30. Donc au global, ça fera moins 50. Mais soyons pragmatiques. Nous savons que sur certaines productions, nous allons réduire plus vite que sur d'autres. Donc on n'est pas des acharnés du chiffre, mais on est au travail et les 292 solutions vont être déployées. Nous souhaitons aussi que les ONG signent ce contrat et nous souhaitons aussi que l'État, ministère de l'Agriculture, de la Recherche, de la Santé et de l'Écologie signe aussi ce contrat et il a dit « ça me convient ». Donc nous nous sommes donné rendez-vous. Qui interroge notre monde et nos sociétés. Si vous avez bien entendu, elle a parlé de s'engager à réduire les pesticides, mais également l'impact. Et je vais revenir sur un certain nombre de points qui ont été dits. L'impact des pesticides, alors pesticides, c'est un mot qui fait peur. Il faut savoir que les solutions de demain, le biocontrôle dont on parle, ce sont les pesticides de demain. Donc on a besoin de ces produits-là. Ce sont des produits qui permettent d'avoir une production saine. Il faut arrêter d'en avoir peur, ils sont encadrés. Donc aujourd'hui, d'infos. Avec précaution, surtout par les agriculteurs. Et là-dessus, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Le risque, il est encadré. Après, ce que j'aimerais quand même revenir, c'est qu'on dit rien n'a été fait. En 60 ans, on a divisé par 34 les doses de produits. 34. Et on va continuer. Donc il y a l'innovation qui va permettre de continuer à faire évoluer ce genre de choses. 75% des molécules qui étaient utilisées il y a 25 ans n'existent plus aujourd'hui. Sauf que ce que l'on ne sait pas encore aujourd'hui, on le saura peut-être demain. Donc il faut laisser à la science le temps d'évoluer. Et aujourd'hui, je reviens sur un point qui est extrêmement important. Et on le voit bien, j'ai eu le plaisir d'aller voir chez Marc Vera son installation.
extrêmement beaux d'ailleurs au passage, mais ce qu'il faut avant tout, c'est s'assurer que l'on mange de façon diversifiée. Il faut manger sereinement, avec l'ensemble de ce qui est à disposition, c'est sain en France. C'est ça l'élément de base. Et après, continuer à améliorer. Le problème, c'est la surproduction et le fric. Vous comprenez ça? C'est les lobbyistes et le fric. On a à 50 km Monsanto. À 50 km de chez nous, un vol d'oiseaux. Et c'est un scandale. Vous comprenez? C'est un scandale pour nos enfants et nos petits-enfants. Et celui qui me prouve le contraire, il faut qu'il vienne m'expliquer. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, mon papa est paysan. Je n'ai jamais vu mon père mettre quelque chose dans la terre. Il faut revenir à des fonctions premières. Et on avait des fraises des bois à Manigot à 1500 mètres d'altitude. On avait des poireaux, des choux. On avait une excellence de vie. Mais on a tout détruit. Vous comprenez comment on a tout détruit? Il faut bien qu'on continue à alimenter la terre avec les saloperies. C'est ça le danger aujourd'hui. Vous savez, je vais vous expliquer. On a fait des analyses de terrain sur le massif des Aravis. Le massif des Aravis, on a fait des analyses de terrain. Il y a des OGM. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pensez que c'est... Non mais attendez, mais on rêve. Et pourquoi il y a des OGM? Eh bien tout simplement, vous savez madame, une vache, génétiquement, elle ne peut pas produire plus de 18 litres de lait par jour sur 2 traites. N'est-ce pas messieurs, les scientifiques? N'est-ce pas? Eh bien elles sont à 25 litres et 30 litres. Alors donc cherchez l'erreur. Si vous la voulez, je vous la donnerai. D'accord? Avec des graminées, du maïs qui arrive où il y a des mélanges, des maïs qui arrivent d'Argentine. Mais attendez, quand la vache mange, il faut bien qu'elle procrée. Donc baissons le voile et disons la vérité. Nous, on dit la vérité à l'INRA. Je peux dire que j'entends votre plaidoyer, on le partage en grande partie. Mais je ne veux pas laisser penser que les chercheurs seraient dans cette vision-là. Les chercheurs. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour ça, parce que vous adressez aux scientifiques. Ce que montrent nos scientifiques tout au long de l'année, et ce qu'on présente au grand public au salon, c'est que l'INRA, la recherche publique, c'est un peu les gardiens de la biodiversité. Et toutes les variétés que cultivait votre père dans son jardin, elles ne sont pas perdues. Et pourquoi elles ne sont pas perdues? Parce qu'on entretient des collections. Voilà. On a des milliers de variétés de blé, on a des centaines de variétés d'aubergines, de poivrons, de piments, de tomates, d'agrumes. Allez voir nos collections, elles sont juste, quand vous sortez de Public Sénat, en face. Et cette diversité, c'est pour donner un message un peu optimiste quand même à ceux qui nous écoutent, elle peut être mobilisée aujourd'hui, on a commencé de le faire, à la fois pour trouver des réponses à la problématique de l'alternative aux pesticides. L'exemple qu'on a montré, y compris à Nicolas Hulot hier soir, sur des aubergines. On a des aubergines sauvages qui sont toutes petites, absolument incomestibles, mais qui ont simplement des gènes naturellement de résistance aux nématodes. Donc nos chercheurs font le croisement entre ces aubergines sauvages et les aubergines comestibles et on confère des gènes de résistance naturellement. Voilà, donc on fait ça dans toutes les espèces, dans toutes les variétés. C'est vrai que c'est un travail un peu de bénédictin. Parfois, c'est frustrant parce qu'on a des fois des échecs. Quand on travaille pour rendre la salade, la laitue naturellement résistante aux maladies, il y a un jeu qui est compliqué avec les agresseurs qui contournent les résistances. On a trouvé plus de 30 variétés de salades résistantes aux maladies en 20 ans. Et à chaque fois, les bioagresseurs se sont adaptés. Donc c'est cette complexité du vivant avec laquelle qu'on doit prendre en compte. Mais j'ai quand même un message optimiste. C'est vrai que j'entends votre plaidoyer, on le partage, mais il y a des solutions. Et les solutions, ça va être notamment d'exploiter la diversité biologique, la diversité des ressources. La solution, c'est qu'on a joué avec la nature et la nature reprend ses droits. Vous avez compris ça, hein? Mais je comprends, et les lobbyistes sont arrivés, vous le savez très bien. Vous savez, pour les vaches, je connais le problème. Les granulés, les graminées, ils viennent d'où aujourd'hui? Dites-le moi, vous savez d'où ils viennent? Non. Avant, ils venaient de Beauce, de Brie. Ouais. D'où ils viennent aujourd'hui? Eh bien, ils viennent, vous le savez bien, de Chine, de partout. Et on donne ça aux bêtes. Attendez, on marche sur la tête. Alors, peut-être la réponse des politiques, Marc Vera. Ouais. Vous avez Bernard Jomier et Daniel Chassaing sur plateau. Oui, moi je crois quand même très important d'accepter la réalité des faits et de pas la nier. On sait... sur la question de la santé, vous savez, entre 2010 et 2016, c'est plus de 5000 études qui ont montré les dangers des pesticides pour la santé humaine. Et moi, je vais vous dire, il ne faut pas opposer la question de la nutrition et la question des pesticides. Bien sûr qu'il faut manger
des fruits et des légumes. Bien sûr qu'il faut manger équilibré, mais il faut qu'on nous donne la possibilité de manger des fruits et des légumes qui ne soient pas contaminés par des substances chimiques, par ces substances chimiques qui sont dangereuses pour la santé. Les perturbateurs endocriniens, 80% c'est dans l'alimentation. Pourquoi la France n'arrive pas à les interdire, Bernard Gimier? C'est ça la question. Parce qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, mais ce qui est clair, c'est que la direction, ça doit être... Vous savez, c'est profitable dans 3 directions. Pour la santé, et il n'y a plus de polémique là-dessus, c'est des mauvaises polémiques qui sont entretenues. Pour l'environnement, 80% des insectes ont disparu. Vous savez, ces 20 dernières années, c'est une catastrophe. Et pour les agriculteurs eux-mêmes, parce que, et nos débats au Sénat l'ont bien montré, quand on a décidé de mettre en place un mécanisme pour réparer en direction des agriculteurs, c'est que c'est les agriculteurs les premières victimes pour des raisons économiques, dans un système qui devient absurde, mais pour leur propre santé. Donc maintenant, il faut clairement... Moi je salue que la présidente de la FNSEA, pour la première fois, l'organisation dominante dans le monde agricole, qui nous dit oui, on va aller vers une réduction et une sortie des pesticides. Et ça indique qu'effectivement, il faut se mettre autour de la table, il faut trouver les solutions, mais vraiment, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas jouer avec la santé, ni des agriculteurs, ni des consommateurs. Écoutez, madame, juste un dernier mot, après je me tais. Regardez les abeilles, regardez les abeilles. Le travail qu'a fait Delanoë à Paris, on peut le féliciter et l'applaudir. Plus de pesticides, plus d'insecticides, plus de phyto, plus rien à Paris. D'accord? C'est quand même bizarre. Les arbres poussent et repoussent de manière élégante. Les abeilles se posent à Paris. Nous venons acheter nos essaims à Paris. Et ils viennent mourir dans le monde rural. Posons-nous les bonnes questions, c'est quand même pas compliqué. Je ne suis pas un chercheur là. Marc Vérin, on va poursuivre ce débat. On remercie Nicolas Kerfan. On va voir aussi que cette question des pesticides et les moyens de s'en passer est très présente au Salon d'agriculture. Ce reportage d'Héloïse Grégoire avec Quentin Calmé. C'est une innovation toute simple mais terriblement efficace. Avec une tuile en matériaux plastiques posée au pied des vignes, cette start-up permet d'économiser la ressource en eau et surtout d'éviter l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est l'une des questions qu'on nous pose depuis qu'on présente avec Irstea le produit, c'est l'évolution vers quelque chose de plus naturel avec une intervention moindre des pesticides et des produits phytosanitaires. Avec ce jour-là, une surprise pour cette start-up, c'est directement à la secrétaire d'État à la transition énergétique qu'ils vont pouvoir présenter leur innovation. C'est très simple, on est reparti d'une idée qui existait puisque le paillage manuel existait depuis des années et des années. Et donc l'idée c'est de reprendre une idée ancienne et de la réadapter. Il y a une prise de conscience généralisée qu'on doit sortir du glyphosate. De toute façon, le président de la République l'a répété. C'est une volonté aussi des consommateurs. Simplement, comme je le disais, il ne faut pas considérer que ça pourra se faire du jour au lendemain. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à orchestrer cette transition, à le faire peu à peu, tous ensemble. Et c'est ça véritablement l'enjeu, et c'est à ça que le gouvernement s'attache. Et une des façons de le faire, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table pour développer des solutions concrètes. Et c'est ce qu'on fait. Jean-François Rapin est le rapporteur du budget recherche au Sénat. Pour lui, cette interdiction du glyphosate est brutale, mais peut permettre de revenir à de bonnes pratiques. Est-ce qu'en utilisant aujourd'hui des drones, des localisations GPS, une normalisation de ces produits, on ne perdrait pas de savoir-faire humain ancestral? Parce qu'on a encore aussi beaucoup à apprendre des anciens. J'entendais ce matin l'utilisation de plantes qui pourraient permettre la réduction d'utilisation du glyphosate ou des herbicides. Avec une certitude sur le salon, les startups prennent chaque année de plus en plus de place. Une progression qui devrait encore s'accélérer avec l'interdiction prochaine du glyphosate. Retour en plateau, toujours au cœur de ce Salon international de l'agriculture, et on parle de cette question des pesticides. De nouveaux invités nous ont rejoints. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent De Casteau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur d'Immunrise Biocontrol. On va en parler dans un instant. Et Jacques Rouchaussé, bonjour monsieur, vous êtes président du Centre technique interprofessionnel des fruits et des légumes. Justement, votre profession, on voit avec ce rapport de Génération Future qui pointe justement la présence de pesticides à la fois dans le raisin mais aussi dans le céleri. Comment avez-vous accueilli ce rapport? Alors quand on regarde le résultat, si aujourd'hui on veut faire peur aux consommateurs, allons-y. Diffusons ces études-là. Est-ce que vous vous rendez compte que, tout à l'heure il y a un des intervenants qui l'a dit, 98% des produits sont en dessous de la limite. 2% sont au-dessus de la limite. Je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir.
Vous avez 19,80, une note au bac. Vous dites que le bac n'est pas bon? Donc à un moment donné, je pense qu'il faut remettre les choses comme elles doivent être dites. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on voit dans cette opération Génération Future, vous savez que 6% seulement des enfants consomment des fruits et légumes. 6% seulement. C'est ça qui m'inquiète. Aujourd'hui, on sait que nous avons fait des efforts au niveau de la production. Nous avons également lancé des collectifs qui s'appellent Zéro résidu de pesticides. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais vous êtes là pour en On parler. préfère faire peur au niveau du consommateur. Le consommateur, il faut qu'il mange des fruits et légumes. Et on n'a jamais eu une sécurité alimentaire aussi accrue en ce moment. Donc à un moment donné, je veux bien entendre tout ce qu'on peut entendre, mais aujourd'hui, on a également la recherche qui est là. Il y a le président directeur général de l'INRA qui est là. On a mis nos efforts sur la réduction des pesticides. Oui. Est-ce que demain, on pourra avoir 0 pesticides dans nos cultures? Je vous dis franchement non. Ne mentons pas au consommateur, ne lui faisons pas peur. Mais la réduction, elle est là, elle est effective. Effectivement, nous avons mis en place également un groupement d'intérêt scientifique en culture légumière. Pourquoi? Pour utiliser des produits de biocontrôle. On va faire réagir Laurent de Casso, si vous voulez bien. Oui. Pesticides, les légumes, cet objectif 0%. Vous savez que les légumes, Alors, Marc ils Vera, mangent et que ensuite 6 Laurent de légumes Casto. par jour, fruits et légumes. S'ils les mangent mal, c'est 6%. S'ils ne sont pas en biodynamie, s'ils ne sont pas autrement, ça va 6 fois plus vite. Hein. Alors, Laurent de Casto. Oui, alors moi, je ne sais pas si on m'entend bien. Allez-y, oui. Alors je suis assez étonné quand vous dites qu'on ne pourra jamais atteindre le zéro pesticide, parce qu'il y en a qui le font déjà. On a encore des solutions qui doivent être développées, comme l'a dit Philippe Mauguin. Moi, je dirige une entreprise, une start-up qui a développé des microalgues, qui développe des microalgues marines. Ces microalgues poussent naturellement, elles captent du CO2 de l'atmosphère et elles synthétisent une molécule. Et cette molécule naturelle et biodégradable, elle va agir contre le mildiou de la vigne. On a aujourd'hui en France une solution. Je vous le dis, on a deux sénateurs qui sont ici sur le plateau. En France, une start-up française qui est basée à Bordeaux a développé une solution à partir de microalgues qui permet de remplacer complètement les antimildious pour la vigne. Donc ça existe. Il ne faut pas dire que ça ne peut pas exister. Pas demain, je suis d'accord avec vous. Encore faut-il les chercher. On considère que la nature n'est pas capable de se défendre toute seule. On n'a jamais cherché les solutions au sein de la nature. On pense qu'il n'y a que la chimie. La chimie marche très bien, ça je vous le concède, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas développer des solutions naturelles et biodégradables pour avoir le même résultat. Alors là, je peux vous assurer Jacques que Monchaussé et Daniel Chassaing. par rapport à ça, dans nos centres de recherche, j'ai pas dit qu'on ne faisait rien. Au contraire, dans nos centres de recherche, on va tendre vers le zéro pesticide. On va mettre tous les moyens. Alors attendez, on va mettre tous les moyens nécessaires. Vous venez nous voir et venez voir dans nos centres techniques dans ce que nous faisons par rapport. Comment est-ce que vous expliquez qu'une start-up comme la mienne, avec un budget de 300 000 euros, a identifié et développé cette solution en 3 ans? J'ai pas mis 30 ans, j'ai pas mis 20 ans. On n'a pas mis, parce que je suis pas tout seul. Cette solution, ces solutions, elles existent. Encore faut-il être convaincu, se pencher pour aussi les développer. Donc il ne s'agit pas de dire on ne pourra pas y arriver. On peut y arriver. D'ailleurs, nous, on l'a fait. On l'a fait, on l'a testé Daniel au champ Chassaing, avec des vignerons. Daniel Chassaing, on voit bien la difficulté. Les agriculteurs ont peur peut-être pour leurs revenus, pour leur rentabilité s'ils se passent de ces pesticides. Oui, alors écoutez, les agriculteurs sont des gens responsables. Ils ont actuellement diminué les pesticides. Ils ont passé en Corrèze, notamment avec les pommes, une charte pour l'environnement. Ils ne peuvent pas brutalement avoir, par exemple, dans les pommiculteurs, sinon les consommateurs achèteront des pommes de Pologne ou d'Espagne ou d'ailleurs, il n'y aura pas de possibilité de vendre la production. Il faut aussi respecter les agriculteurs et ne pas les montrer du doigt. Ils font un travail formidable et je pense que, ça a été dit tout à l'heure, je le redis, il n'y a que 2% des fruits où on est au-dessus du seuil et le seuil, c'est quelque chose qui est très limité. Donc il faut aller avec l'INRA, avec les start-up, avec la recherche. L'objectif, effectivement, d'aller vers petit à petit moins et peut-être à terme 0 pesticide, mais actuellement, ne
tueront pas la production française, qui est une des plus sécurité du monde. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens, peu moins de pesticides, et petit à petit aller effectivement vers 0 pesticides. Mais on ne peut pas y aller brutalement. C'est absolument impossible. Les agriculteurs, à ce moment-là, ne vendront plus leur production. Monsieur le sénateur, je voudrais juste vous poser une question. Aujourd'hui, les produits de biocontrôle que vous venez de citer, c'est un des produits, enfin, on développe un produit de biocontrôle, ce sont des microalgues marines qui sont naturelles et donc qui agissent contre le mildiou. Aujourd'hui, ces produits de biocontrôle n'ont pas de cadre réglementaire. Donc on est obligé de suivre le cadre réglementaire de la réglementation 1107-2009, qui est la réglementation de tous les produits phytosanitaires. Est-ce que vous savez combien ça coûte de faire homologuer notre produit aujourd'hui au niveau européen? Vous savez pas? Vous avez un chiffre? Vous pouvez donner un chiffre? Allez-y. C'est entre 4 et 5 millions d'euros, juste pour homologuer le produit, juste pour avoir le droit éventuellement de le distribuer. Une autre question, est-ce que vous savez combien de temps ça prend? Je pense que ça prend beaucoup de temps, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il faut accompagner les startups, je suis tout à fait d'accord. Alors, vous êtes législateur, moi ce que je vous demanderais, c'est de construire une réglementation biocontrôle qui permette de ne pas avoir à trouver 4 à 5 millions d'euros juste pour homologuer, parce que derrière, il y a tout le développement autre industriel, et de réduire les temps et les amener à des temps beaucoup plus faciles pour une entreprise, pour une jeune entreprise, un temps de 2 à 3 ans. Sur ce lien oui, entre je pense sciences qu'à ce niveau-là, il peut y avoir un progrès à faire. S'il n'y a pas ce cadre réglementaire, vous n'aurez pas ces produits sur le marché, parce que les entreprises, les startups, elles finiront par mourir d'elles-mêmes, parce que le col à franchir est beaucoup trop important. On ne peut pas développer un produit si l'homologation coûte 4 à 5 millions d'euros. On ne peut pas développer un produit biocontrôle s'il faut 5 à 6 ans, voire 8 ans pour pouvoir les ça prend du temps, effectivement. faire homologuer. C'est quoi votre réponse? Il faut aider la recherche. Voilà. Non, mais c'est quoi votre réponse? Franchement, monsieur le sénateur. Laurent, je peux donner mon point de vue aussi sur le biocontrôle, puisqu'on a contribué aux essais de la start-up que Laurent de Cresto a présenté. Et on pense aussi que le biocontrôle est un des éléments majeurs de la solution. Et effectivement, je pense que, comme Laurent, qu'il faut bouger la réglementation sur le biocontrôle, revoir les homologations pour essayer d'accélérer, tout en gardant le niveau minimum de sécurité, parce que derrière, on va vendre des produits aux agriculteurs. Il faut vérifier que ça marche vraiment, que ce n'est pas juste une intention. Donc il faut qu'il y ait une homologation, mais probablement on doit pouvoir raccourcir les délais. Et on plaide aussi, on a réuni 50 partenaires du biocontrôle en France, depuis les start-up jusqu'aux coopératives, aux instituts techniques et aux labos. Et on plaide pour qu'il y ait un grand programme de recherche technologique en France qui soit mis en place sur le biocontrôle pour accélérer ces solutions. Donc c'est un point sur lequel, là aussi, on peut se retrouver. Marc Vera. Il faut y aller, il y a plein de solutions. Simplement, je reviens sur le fait du sujet et sur le fond. Pour manger mieux, il faut dépenser plus et manger moins. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Pourquoi les paysans aujourd'hui... Attendez, pourquoi les paysans... Attendez, j'ai de la famille, ils sont tous paysans. Pourquoi on leur a dit pesticides, insecticides, phytosanitaires, faut produire? Parce qu'il n'y a pas eu d'information au départ. Il n'y a pas eu d'éducation au départ. Manger moins pour vivre mieux et plus longtemps. Simplement, on peut manger 30% de moins aujourd'hui. Vous savez, je suis en train de mobiliser une émission de télé où on va dans le réfrigérateur d'une personne lambda, on sort les produits, on prend les notes, et je vous dis, mais vous devriez manger bio. Ils me disent, c'est pas possible. Ils n'ont pas d'information. Et bien ça coûte 10% de moins cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté 3 fois de la viande et 2 fois du poisson, qui était plus ou moins légal, on est d'accord? Et ça se remplace tout ça par des protéines. Comme c'est à nous aussi de faire le travail, nous les cuisiniers, on leur donne des recettes profondes, avec des protéines, avec des légumineuses qui remplacent conjointement la viande. Et ça ne veut pas dire ne pas manger de la viande, mais simplement c'est de l'information et de l'éducation. Et si on donne plus, si on regagne à nouveau les 8 points qu'on a perdus, eh bien les agriculteurs vont vivre mieux, et puis nous on va vivre plus longtemps, et puis la santé publique, ça sera beaucoup mieux. Oui, mais progressivement. Alors moi je suis... Non mais on est globalement d'accord. Progressivement. On est globalement d'accord avec le... Marc, juste pour réagir à votre proposition. On a beaucoup travaillé dans les états généraux de l'alimentation et on a pu réunir pendant plusieurs mois
les agriculteurs de toute sensibilité syndicale. On avait les organisations environnementales, les organisations de consommateurs, les représentants des collectivités, les représentants de l'Assemblée, les représentants de la recherche. Et moi, qui suis peut-être un peu optimiste par nature, mais je pense qu'il faut avoir un peu d'optimisme aussi dans la vie, j'étais assez rassuré à la fin du processus, parce que pour la première fois depuis longtemps, on avait quand même au moins une convergence sur l'objectif. Et cet objectif-là, il y a 4 ans, quand on a lancé le projet agroécologique en France, c'était quand même très contesté. Et là, voilà. Et là, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Alors après, ça se frotte encore, et c'est normal, sur le rythme. Entre ceux qui disent il faut que ça soit tout de suite, on ne peut plus supporter ça, c'est 2 ans, c'est 3 ans, et ceux qui disent 5 ou 7 ans, mais déjà le chemin parcouru, le débat d'idées, il est gagné. Et je pense que, comme vous le dites, si on veut entraîner les agriculteurs, il faut qu'ils retrouvent un peu de valeur ajoutée parce qu'ils ont envie plutôt de vivre en vendant leurs produits plutôt que de vivre d'aide. Et une façon de le faire, il faut qu'ils gagnent leur vie. Il faut pouvoir segmenter des produits de qualité avec moins de pesticides, des qualités nutritionnelles améliorées. Et c'est certainement une des façons de s'en sortir. Bernard Jomier. Non, moi je souscris relativement à ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas de nécessité de polémique. Je crois que plus personne, ou alors faut être de très mauvaise foi, ne nie qu'il y a un problème de santé publique. Personne ne nie que changer quelque part de modèle agricole ne se fait pas en claquant des doigts non plus, et qu'il faut faire le chemin. Mais j'attire l'attention quand même sur le fait que réduire l'usage des pesticides, ça a été l'objet d'un premier plan qui prévoyait de les réduire de moitié en 5 ans, et au bout de 5 ans, il n'y avait eu aucune réduction. Puis un deuxième plan qui reprend... Voilà, le plan... Maintenant, il y a un deuxième plan qui est en cours d'exécution depuis 2016, et pour le moment, les résultats ne sont pas tellement plus probants. Alors, il faut accueillir avec beaucoup de satisfaction les différentes déclarations de volonté de sortir des pesticides, de prise de conscience de ce problème, et de prise de conscience qu'il n'est pas question que ça pénalise les agriculteurs. Encore une fois, ils ne vont pas être doublement victimes, victimes sur le plan de la santé et victimes sur le plan de leur activité économique. Donc il faut bien qu'ensemble, et ce sera peut-être une belle occasion d'ailleurs de redonner aux agriculteurs et à l'agriculture une place centrale dans notre pays, c'est-à-dire qui nourrit le pays avec une vraie satisfaction partagée par toute la population et une vraie conscience que les agriculteurs nourrissent la population en prenant soin de la population. Et donc c'est un beau chantier, il faut le mener rapidement. Monsieur le sénateur, je voulais vous interpeller. Vous savez, moi j'ai plein de paysans autour de chez moi, mes cousins, mes beaux-frères, non mais on est à proximité. Hein. Ah, dites-moi un petit peu, je me pose toujours une question. Vous savez, la PAC, vous connaissez la PAC? Pourquoi les subventions, les grosses subventions de la PAC vont aux céréaliers et pas aux petits agriculteurs de chez nous et aux gars qui essayent de faire un système biologique pour la santé publique, pour nos enfants, pour préserver nos enfants, la santé de nos enfants et nos petits-enfants? Pourquoi il n'y a pas de subvention pour ces gens-là? Bon, alors la PAC va aux céréaliers. Les céréaliers ont eu des années difficiles et va aussi aux éleveurs. Hein. Je répète ce que j'ai dit. Actuellement, il faut avoir confiance dans la production de nos agriculteurs qui font le maximum pour que cette production ne soit pas nocive. Il y a eu déjà une prise de conscience, ça a été dit, les pesticides sont en nette diminution. Il faut effectivement aller plus loin et notamment aménager avec du biocontrôle, ça a été dit tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas brutalement arrêter les pesticides, il faut les diminuer et je répète qu'actuellement ils ont déjà été diminués et moi je fais confiance aux agriculteurs mais aussi aux chambres d'agriculture et aux études qui doivent être mises en place au niveau des lycées agricoles. Monsieur le sénateur, je pense que vous faites partie de l'ancienne génération des politiques. Puisque je vous ai posé une question, vous répondez à côté. Non. Je veux savoir pourquoi l'argent de la PAC, il va qu'aux gros producteurs et il ne va pas aux petits paysans de Manigot. Mais écoutez, monsieur, vous venez en Corrèze, je vous invite en Corrèze, vous verrez que la PAC vient aussi aux éleveurs et heureusement qu'elle vient aux éleveurs parce que sinon, ils pourraient fermer boutique. Alors, on va retrouver Saveria Rougec et on poursuivra ce débat animé en plateau. Saveria Rougec, vous êtes avec Jean Bizet, c'est le président de la Commission des Affaires européennes du Sénat, sénateur LR, c'est à vous. Bonjour Jean Bizet, merci de répondre à nos questions. Vous êtes donc en
plein cœur de ce salon de l'agriculture. Une question spécifiquement sur les pesticides. Dimanche, Nicolas Hulot annonçait que le gouvernement autorisait des exceptions sur le glyphosate. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'il était nécessaire de lâcher du lest sur la question? Je crois tout simplement que le principe de réalité remonte à la surface et c'est loin d'être terminé, si vous voulez. Ce n'est pas en claquant du doigt qu'on trouve une molécule de substitution, en l'occurrence au glyphosate ou à d'autres produits utilisés. Et je crois qu'il faut rappeler que pesticides, herbicides, fongicides, ce sont des médicaments des plantes. Ils sont utilisés quand il y en a besoin, comme, je dirais, tout être humain utilise un antibiotique ou un médicament. Il faut l'utiliser à bon escient. Selon vous, l'agriculture ne pourra jamais se passer à 100% des pesticides? C'est difficile, sauf à imaginer, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de culture. Certaines années, il n'y ait pas de rendement. Il faut savoir, ou bien on accepte certains médicaments des plantes. Là, en l'occurrence, vous me parlez de molécules chimiques artificielles, mais vous avez également des molécules chimiques naturelles. Vous savez, l'agriculture bio utilise beaucoup de molécules chimiques naturelles. Monsieur Bizet, pardon, vous parlez de médicaments pour les plantes, on parle de glyphosate dont la dangerosité pour l'homme est scientifiquement prouvée. Absolument pas. Je ne suis pas d'accord avec votre conclusion. Il y a eu un certain nombre d'études, 3 les plus, je dirais, médiatisées dans la dernière ligne droite, si je puis dire, ont retenu l'attention des médias. Deux d'entre elles disent qu'il n'y a pas de danger. La 3e souligne qu'il y a un danger, mais sauf que quelques temps après, excusez-moi l'expression, on a démontré qu'elle était pipée. Alors, moi je veux bien qu'on refasse une 4e étude, si vous voulez. Bon. Je crois que nous sommes dans une ère très médiatisée. L'alimentation fait partie, si je puis dire, des repères de la vie de nos concitoyens. Ils ont besoin d'être réassurés. Nous vivons dans une société d'inquiétude et la nourriture fait partie, je dirais, de l'assurance de nos concitoyens. Regardez avec attention. Je crois que le message est passé. Non mais regardez avec attention ce que dit Emmanuel Faber, le président de Danone. Il est passé au-delà du bio désormais. Il part de l'agriculture régénératrice. Donc on vit un moment où on focalise l'attention sur des produits. Bien sûr que l'agriculture a eu des dérives. Mais il ne faut pas non plus jeter l'anathème sur tout ça. Absolument, ne pas jeter l'anathème. Merci Jean Bizet, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Saint-Véria. Laurent Decasson, on voit qu'il faut encore accompagner justement les agriculteurs vers cette transition écologique. Ils ont besoin d'être encadrés et d'être accompagnés. Moi je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Les molécules de synthèse, parce que tout est chimique, hein, même une molécule naturellement produite, elle est composée d'atomes, c'est une molécule, donc c'est chimique. Mais les produits de synthèse sont très efficaces, mais ce ne sont pas les seuls à être aussi efficaces. Nous, on a une microalgue qui, quand on l'utilise aux mêmes doses qu'une molécule de synthèse, va être tout aussi efficace. Mais par contre, elle ne va pas laisser de résidus. Donc, il y a la possibilité de trouver dans la biodiversité, dans la nature, des solutions qui pourront remplacer. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas les trouver demain. Nous, on en a déjà trouvé, mais je pense qu'il y en a encore plein d'autres à trouver. Encore faut-il les chercher, encore faut-il se pencher pour les identifier et ensuite les développer. Et c'est là-dessus que je voudrais insister pour terminer, c'est qu'on doit tous ensemble, et c'est pas les produits biocontrôle contre l'industrie de la chimie, c'est vraiment ensemble, il faut qu'on renouvelle les produits qui sont utilisés en agriculture. Ça fait 40 ans qu'on utilise les mêmes molécules. On est en 2018, c'est plus possible. Jacques Rochaussé, Oui, c'est vrai qu'il y a des méthodes alternatives naturelles, l'utilisation des insectes par exemple, ça peut être aussi des alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires. Mais totalement. Regardez ce qui se fait également dans nos serres. Qu'est-ce qu'on utilise? Des insectes prédateurs pour tuer les insectes nuisibles. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche de progrès. Moi, je voudrais apporter une note positive, et je pense que Marc-Vara serait d'accord avec moi. Aujourd'hui, l'agriculture a pris conscience qu'on est arrivé au bout d'un système. Si on fait le partage, voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre tout en œuvre, avec l'INRA, les centres techniques,
pour aller dans la demande sociétale. Et derrière ça, nos élus, il faut nous donner les moyens au niveau de nos centres techniques, au niveau de l'INRA, pour aller plus loin et pour avoir demain une agriculture plus raisonnable que nous l'avons. Mais l'agriculteur aujourd'hui, Marc, vous le savez très bien, il adore son métier, il adore ce qu'il fait l'agriculteur. Il est fier de ce qu'il fait l'agriculteur. Donc arrêtons de massacrer l'image de l'agriculteur. Mettons-nous tous ensemble pour donner envie au niveau du consommateur, ok de consommer un peu moins, de consommer mieux. Et vous allez voir, on va trouver des solutions, mais c'est vraiment ensemble. Et c'est pas avoir des débats comme ça où on va pas s'en sortir. Mais je sens qu'on va finir cette émission sur mais moi, un point de consensus. Allez-y, je voudrais simplement rajouter quelque chose d'essentiel. La nourriture, vous savez, c'est de l'information et de l'éducation. La nourriture est spirituelle. C'est pas n'importe quoi de se nourrir. C'est notre carburant. C'est notre vie future, c'est notre santé, c'est la santé de nos enfants et nos petits-enfants. Et vous savez, moi je reçois les enfants des écoles, du CP au cours moyen 2, et je suis très honoré, je suis très fier de recevoir tous ces gamins tout l'été. Pourquoi? Parce qu'on reprend les prérogatives qu'on a connues, nos aïeux, parce qu'il y a des choses essentielles qu'on a oubliées. Donc on met les légumes sur des clayettes, les légumes ne se touchent pas, durée de vie 2 mois de plus, n'est-ce pas? Le pain, on a un four à pain pour fabriquer le pain. Mais ils étaient écolos avant nous, nos aïeux. Le four à pain, ils ne l'allumaient qu'une seule fois par semaine. Le pain, on le conservait comment? Eh bien, nous, on le fait. On conserve le pain dans le son et on ne cuit que le pain une fois par semaine. Donc, c'est de l'information, de l'éducation. Et vous verrez que vos légumes et vos fruits se conservent plus longtemps. Et là, vous verrez que ceux qui ne sont pas bourrés de saloperies, ils durent bien plus longtemps. Bernard Jomier, on arrive au terme de ce débat. On voit ce débat passionné. Il y a quand même aussi un rôle des élus, des parlementaires pour aller peut-être un petit peu plus vite, justement, pour atteindre ces objectifs de diminution des produits phytosanitaires. Oui, certainement, parce que effectivement, ça concerne toute la société et donc les élus ont un rôle à jouer et des décisions à prendre. Et je crois qu'une volonté qui est largement partagée par un certain nombre d'entre nous, c'est à la fois d'avoir un objectif très clair de sortie des pesticides et un respect des différents acteurs pour pouvoir en sortir à un rythme qui soit soutenable. Et je voudrais en conclusion revenir sur quelque chose qu'a dit Marc Vera, qui est très important et qui concerne là tout le monde. C'est qu'on ne peut pas bien manger à un coût qui soit aussi bas que maintenant. Il y a tout de même des limites, il faut le dire. Je lui racontais qu'avant de venir à côté de chez moi, j'ai vu une offre pour 10 kilos de poulet à 16 €. 10 kilos de poulet à 16 €, ça n'est pas possible. C'est forcément une agriculture qui va utiliser massivement des produits et qui va produire des aliments de mauvaise qualité. Philippe Mauguin. Oui, moi je partage cette vision et je crois aussi, pour répondre à la question de Marc Vera tout à l'heure, que la France doit aussi faire bouger l'Europe. Et on n'arrivera pas à sortir par le haut de la transition agroécologique seul en Europe, donc c'est un gros challenge. La politique agricole commune va être révisée. Et je pense qu'il y a des marges de manœuvre, enfin en tous les cas on va pousser, l'INRA fait des propositions avec ses partenaires, les organismes de recherche dans les autres pays. Il n'est pas normal que la France soit le seul pays à présenter un projet, même s'il a du mal, Ecophyto, à produire ces résultats, on est trop isolé. Donc il faut qu'on demande et que la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil se saisissent pour qu'on ait une vraie démarche européenne de sortie des pesticides. Merci à vous Philippe Mauguin. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau pour ce débat animé. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve demain, toujours au cœur du Salon de l'Agriculture, pour une nouvelle édition. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.